Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction du mois d'octobre. Un numéro spécial qui sera entièrement consacré à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Après des mois de tergiversation, de recours à l'article 49.3 et un recours au Conseil constitutionnel le 5 août 2015, la fameuse loi Macron a été publiée au journal officiel le 7 août 2015. Composée d'approximativement 300 articles, cette loi a notamment pour objectif de relancer l'économie et de sécuriser la vie des entreprises. Pour nous éclairer sur les impacts de cette nouvelle loi, j'aurai le plaisir d'accueillir les experts du groupe Revue Fiduciaire. Claire Garabédian et Nicolas Raymond ouvriront ce magazine avec un volet de la loi Macron qui porte sur l'épargne salariale, puis ce sera au tour de Karine Aflalo de me rejoindre pour le volet droit social avec la question du travail dominical et du travail en soirée. Et enfin, je recevrai David Goldman pour l'aspect vie des affaires de ce numéro spécial. Il est temps d'accueillir Nicolas Raymond, rédacteur en chef de la rédaction sociale, et Claire Garabédian de la rédaction fiscale. Bonjour Claire, bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Bonjour. Comme je l'annonçais en ouverture de ce magazine, nous allons aborder avec vous un volet de la loi Macron qui porte sur l'épargne salariale. Alors Claire, vous allez notamment intervenir sur des aspects fiscaux et vous, Nicolas, vous allez rebondir sur les aspects de droit du travail et de sécurité sociale. Alors, quelles sont les nouveautés à retenir ? La loi Macron dans son ensemble cherche à donner un nouveau souffle à l'actionnariat salarié. Et d'un point de vue fiscal, c'est surtout le régime des attributions gratuites d'actions qui est modifié et le régime également des bons de souscription de part de créateurs d'entreprises qui est assoupli. Alors d'un point de vue social, en fait, les changements par contre sont un peu plus vastes puisqu'ils touchent à l'épargne salariale proprement dite, donc intéressement, participation, plan d'épargne d'entreprise, PERCO, et on abordera ça dans un second temps. Bien. Si on commence par le régime des attributions gratuites, qu'est-ce qui change ? Alors tout d'abord, il faut bien retenir que les changements vont s'appliquer pour les actions attribuées à compter du 8 août 2015. Ça ne touche pas le régime précédent. Donc, pour les actions attribuées à compter du 8 août 2015, tout d'abord concernant le régime du gain d'acquisition. Le gain d'acquisition, auparavant, donc, il était traité comme un avantage salarial, il reste considéré comme un avantage salarial, sauf qu'il peut bénéficier en plus des abattements pour durée de détention qui sont applicables aux plus-values de valeur mobilière. Donc ça veut dire que plus on va garder l'action, plus on va pouvoir bénéficier d'un abattement intéressant. Deuxième chose qui va changer, c'est la durée totale de conservation, donc acquisition et conservation des actions attribuées depuis 8 août, qui va être réduite de 4 ans à 2 ans. Encore une fois, on assouplit le régime. Et dernier point, c'est que désormais seront applicables des prélèvements sociaux sur revenus de patrimoine, donc au taux de 15,5%, alors qu'auparavant, c'était la CSG-CRDS sur les revenus d'activité au taux de 8%. Alors après, si on se place du point de vue des contributions sociales, cette fois-ci, on a essentiellement 3 mesures. Alors la première, c'est la suppression pure et simple en fait, de la contribution salariale de 10%. Alors en réalité, c'est un peu contrebalancé par l'assujettissement aux contributions aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine dont vient de vous parler Claire. Le deuxième point, c'est la réduction du taux de la contribution patronale, donc qui passe de 30 à 20%. Donc ça, c'est un point important pour les employeurs. Et puis deuxièmement, la date de paiement en fait, de la contribution patronale, qui est décalée en fait, de la date d'attribution de l'action à la date d'acquisition par le salarié. D'accord, mais concrètement, quel est l'impact net en poche pour le bénéficiaire ? Pour le bénéficiaire, l'impact il va surtout être significatif s'il bénéficie de l'abattement pour durée de détention. Donc concrètement, mettons qu'il soit imposé un taux de 30%. Sans abattement, mettons qu'il aurait un gain d'environ 60 si on lui donne 100. Il resterait 60 en poche. Et avec un abattement de 50%, donc s'il conserve l'action suffisamment, il aurait un gain net en poche plus proche de 75%. Très bien. Est-ce que le régime des stock-options change ? Non, il ne change pas alors c'est dommage parce qu'il reste du coup des dichotomies. On aurait pu apprécier dans un esprit de simplification que les changements valent également pour les stock-options. Alors donc, il faut bien garder en tête justement que pour les stock-options, du point de vue social, la contribution salariale, elle reste celle de 10%. Et puis la contribution patronale, elle est donc supérieure aux actions gratuites puisqu'elle est de 30% donc, au lieu de 20%. C'est pour favoriser le régime des attributions gratuites d'actions.
Vous avez également mentionné concernant les nouveautés fiscales, Claire, que la loi Macron touchait le régime des bons de souscription. Tout à fait. Donc ce régime est également assoupli sur 2 points. Alors, le fonctionnement en fait, des bons de souscription, de création de parts d'entreprise, il concerne certaines sociétés. Il faut que les sociétés donc, respectent un certain nombre de conditions pour les donner. Il faut qu'elles soient soumises à l'IS, il faut qu'elles soient non cotées ou faiblement capitalisées en bourse. Il faut qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans et qu'elles soient essentiellement détenues par des personnes physiques. Alors, on va assouplir le régime parce que depuis le 7 août 2015, une petite différence avec les attributions gratuites, donc c'est depuis le 8 août. Depuis 7 août 2015, donc la société mère peut décider d'attribuer des bons aux salariés et dirigeants de ses filiales, ce qui n'était pas possible auparavant. Ça, elle peut le faire si elle détient au moins 75% du capital ou des droits de vote, et également si donc toutes les conditions, sa filiale également, oui, respecte toutes les conditions énoncées, à savoir qu'elle soit soumise à l'IS, matriculée depuis moins de 15 ans, voilà. Et deuxième assouplissement, donc toujours pour les bons attribués depuis le 7 août 2015, c'est qu'une société créée dans le cadre d'une concentration, d'une extension, reprise d'activité, d'une restructuration, peut également attribuer des bons à ses salariés, sous réserve que toutes les sociétés qui participent à l'opération, donc la société reprise, respectent les conditions donc, énoncées, à savoir que ça soumise à l'IS, non cotée ou faiblement, etc. D'accord. Donc dans ce cas, moi si j'ai créé par exemple une société en 2015, dans le cadre de la reprise d'une société qui était elle-même créée en 98, donc il y a plus de 15 ans, je peux attribuer des bons de souscription. Non, parce qu'on va éviter, on a pris des mesures également pour éviter ces petits effets d'aubaine. C'est que on va prendre en compte pour la date d'immatriculation RCS qui est datée de moins de 15 ans, on va prendre en compte la date la plus ancienne. D'accord. Ça ne marchera pas. Et pour la faible capitalisation, pareil, pour vérifier que ça passe, on prendra en compte l'ensemble des capitalisations des sociétés qui participent à l'opération. Très bien. Quant au traitement fiscal du gain de cession des titres acquis en exercice des bons, est-ce qu'il change également? Non, lui, il ne change pas. Il reste taxé à 19% au titre des plus-values de cession de valeur mobilière et éventuellement de 30% si le bénéficiaire a exercé plus de 3 ans dans la société. Très bien, merci Claire. Après les mesures relatives aux attributions gratuites d'actions, nous passons maintenant au volet de la loi Macron qui concerne l'épargne salariale proprement dite. Par là, je veux dire l'intéressement, la participation aux résultats et les plans d'épargne salariale. Alors, on commence tout de suite par le nerf de la guerre, l'argent. La loi Macron procède à plusieurs allègements ciblés de charges patronales. Sur ce point, Nicolas, que peuvent espérer les employeurs? Là, on a plusieurs mesures, mais on va voir qu'elles sont loin de concerner en fait tout le monde. On va commencer tout d'abord par la participation et l'intéressement. Et là, effectivement, l'allègement est spécifiquement ciblé sur les petites entreprises. Donc l'idée, c'est que les employeurs de moins de 50 salariés, donc qui vont conclure un accord d'intéressement ou de participation pour la première fois, ou alors plus de 5 ans après un précédent accord, vont bénéficier donc à partir de 2016 d'un taux réduit de forfait social. D'accord. De combien sera ce taux réduit? Eh bien, le forfait social donc, qui sera calculé sur les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation sera fixé à 8% au lieu de 20% donc pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2016. Et l'employeur pourra bénéficier de ce taux réduit pendant une durée de 6 ans. La réduction est donc sensible, mais est-ce qu'elle va être suffisamment incitative? Ça, il faudra voir, parce que quand même, la mesure, elle vise les moins de 50 salariés, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont aucune obligation légale de mettre en place la participation. Donc, du coup, on peut penser que beaucoup en resteront à ce qui leur semblera finalement la meilleure simplification, à savoir ne rien faire et ne rien mettre en place, tout simplement. Après, c'est vrai que passer de 20% à 8% de forfait social, c'est quand même un allègement sensible et peut-être que ça aidera certains à franchir le pas. Passons maintenant aux autres allègements de charges patronales. Ils concernent, si je ne me trompe, les entreprises dotées d'un plan d'épargne pour la retraite collective, le fameux PERCO. Et oui, vous avez parfaitement raison, Marianne. Et là, alors, sur ce point, on a 2 mesures d'allègement. La première concerne spécifiquement l'abondement de l'employeur au PERCO. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque le montant de l'abonnement est assez élevé et qui dépasse donc 2 300 € par an et par salarié, eh bien, il y a une contribution donc, patronale spécifique de 8,20% qui s'applique sur la fraction excédentaire.
Et qu'est-ce qui change sur ce plan? Un taux réduit, un relèvement du seuil de déclenchement ou alors, je n'ose, une abrogation? Oui, Marianne. On parle bien d'une abrogation, osez. C'est donc une abrogation pure et simple, ce qui fait que pour les abondements versés à partir de 2016, il n'y aura plus cette surcontribution patronale de 8,20%. C'est une manière de dire en fait aux entreprises, allez-y, abondez. En revanche, pour mesurer l'impact de la mesure, il faudra vraiment voir s'il y a beaucoup d'entreprises qui abondent au-delà de 1 300 € par an. À suivre, donc, abrogation de la contribution de 8,20%, voilà donc le premier allègement pour le PERCO. Nicolas, vous aviez parlé d'une deuxième mesure. Oui, là, on retrouve notre forfait social. Alors là, c'est un peu plus complexe, puisque le taux, cette fois-ci, sera fixé à 16% au lieu de 20%, qui est le taux normal. Donc, pour les sommes issues de la participation, de l'intéressement et pour les abondements des employeurs sur les PERCO qui répondent à deux conditions. Premièrement, il faudra que le plan d'épargne, en fait, le PERCO, le règlement prévoit que la gestion pilotée est l'option par défaut retenue par le PERCO. Et là, Claire vous en parlera tout à l'heure. Et deuxième condition, que l'épargne soit affectée à l'acquisition de parts de fonds comprenant au minimum 7% de titres éligibles à un plan d'épargne en action PMA, un PEA, PME, donc en faveur des petites entreprises. Et voilà, en fait, on en a fini avec le volet allègement de charges sociales de la loi Macron. D'accord, voilà donc pour les allègements, très ciblés cependant. Bon, on voit les autres mesures. Là, j'ai envie de commencer par deux dispositions qui visent à harmoniser le régime de la participation et de l'intéressement. Allez, une pour chacun, Nicolas. Alors je commence. Jusqu'à présent, on avait des dates limites de versement différentes pour la participation et l'intéressement. Alors parfois, c'était source un peu de confusion, ce qui fait que maintenant, on a un peu coupé la poire en deux et les règles sont unifiées. Donc le versement, aussi bien de l'intéressement que de la participation, doit intervenir avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice de calcul. En gros, l'employeur a 5 mois après la clôture de l'exercice pour verser les sommes. D'accord, très bien, Claire. La deuxième mesure d'harmonisation, c'est le taux d'intérêt de retard. C'est-à-dire que si la date limite de versement est dépassée, désormais l'employeur devra un intérêt de retard au taux légal de 1,33 fois le TMOP. Le TMOP, qu'est-ce que c'est? C'est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Et donc j'ajoute que ces deux mesures, donc date de versement et intérêt de retard, s'appliquent pour les droits attribués au titre des exercices clos depuis le 8 août 2015. Très bien. Les mesures spécifiques de chaque disposition à présent. Tout d'abord, la participation. Les conditions d'appréciation du seuil d'effectif sont modifiées. Oui, tout à fait. Alors, vous savez comme moi que pour être obligé de mettre en place la participation, un employeur doit avoir un effectif de 50 salariés ou plus. Et donc là, il y a deux assouplissements. Le premier, en fait, jusqu'à présent, il fallait que l'effectif de 50 salariés ou plus ait été atteint pendant 6 mois consécutifs ou non sur l'exercice. Donc maintenant, là, il faut avoir 50 salariés ou plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. On ne parle plus d'une appréciation sur un exercice, mais sur 3. Deuxième assouplissement, donc qui concerne cette fois les employeurs de moins de 50 salariés qui sont dotés d'un accord d'intéressement. Alors, s'ils viennent à franchir le seuil d'effectif, selon les critères qu'on vient de voir, eh bien, l'obligation de mettre en place la participation ne s'appliquera qu'à partir du 3e exercice clos, à une condition, cependant, c'est bien entendu, d'avoir continué à appliquer l'accord d'intéressement sans discontinuité sur toute cette période. D'accord, très bien. Alors on continue notre balayage de chaque dispositif avec cette fois l'intéressement. Le principal changement concerne l'affectation des fonds. Jusqu'à présent, l'intéressement était en principe versé à son bénéficiaire. Si j'ai bien compris, ce ne sera plus forcément le cas. Il y a maintenant un mécanisme d'affectation par défaut sur un plan d'épargne. Oui, tout à fait. Alors, mais c'est pour les droits à intéressement attribués à partir du 1er janvier 2016. En fait, l'idée, c'est que si le salarié ne demande pas le versement des sommes qui lui reviennent au titre de l'intéressement, elles soient par défaut affectées sur son plan d'épargne entreprise, sur le PE, sur lequel elles seront bloquées. Bon, bien sûr, il y aura des mécanismes pour informer le salarié auparavant et à préciser par décret. Voilà, en pratique, ça va concerner les entreprises où les salariés ont déjà accès à un plan d'épargne d'entreprise, un PEE ou alors un plan d'épargne interentreprise, un PEI. Donc on voit bien que ce n'est pas non plus tout le monde. Alors j'ajoute également qu'il y a quand même un mécanisme transitoire pour les droits à intéressement attribués en 2016 et 2017, parce que comme on n'a pas encore l'habitude de ce dispositif, il se peut qu'il y ait certains salariés qui se fassent piéger et qui vont voir leur droit à intéressement affecté sur le PEE par défaut. Donc il y aura une espèce de droit de repentir. On aura 3 mois pour demander les sommes qui auraient été bloquées par défaut sur le PEE pour les droits attribués en 2016 et 2017.
Très bien. Voilà donc pour l'intéressement. Passons au plan d'épargne pour la retraite collective, le fameux PERCO, dont on a déjà parlé tout à l'heure, à propos des allègements de charges sociales sur l'épargne salariale. Tout d'abord, à partir de 2016, un système de gestion piloté par défaut sera mis en place. Oui, alors petit rappel, c'est que les adhérents au PERCO, ils doivent se voir proposer au moins 3 options, trois supports d'investissement qui présentent des gestions différentes, des orientations de gestion différentes. Et ils doivent également pouvoir opter, au moment où la retraite arrive, pour ce qu'on appelle un investissement peu risqué, la gestion pilotée en fonction de l'âge, simplement. Et la loi Macron prévoit que pour les versements effectués à compter de 2016, à défaut de choix explicite du participant, les versements dans le PERCO, donc y compris ceux qui viennent de la participation, seront donc automatiquement épargnés selon ce profil d'investissement, donc de gestion pilotée. D'accord. Deuxième changement pour le PERCO, la possibilité de versement périodique par l'employeur, et ça aussi c'est nouveau. Oui, c'est nouveau parce qu'en principe, un abondement, ça vient nécessairement compléter un versement d'un salarié. Autrement dit, pas de versement volontaire du salarié sur le PERCO, pas d'abondement. Donc c'est très simple. Et avec la loi Macron, on a une nouvelle exception. Il y en avait déjà une qui s'appelle le versement d'amorce. Il y a une nouvelle exception qui est mise en place. Les règlements des plans d'épargne pour la retraite collective pourront prévoir la possibilité donc, pour l'employeur d'effectuer des versements périodiques unilatéraux, c'est-à-dire indépendamment de tout versement des salariés, sous réserve que tous les salariés aient une attribution uniforme. Alors on aura une limite annuelle à ces versements donc unilatéraux, mais qui sera à préciser par décret. Très bien. Troisième changement qui concerne cette fois les entreprises dotées d'un PERCO, mais dans lesquelles il n'y a pas de compte épargne-temps. Oui, alors la loi admettait déjà que dans les entreprises avec PERCO mais sans compte épargne-temps, les salariés pouvaient affecter jusqu'à 5 jours de repos non pris, donc des jours de RTT typiquement, sur un plan d'épargne pour la retraite collective ou alors sur un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire. Et bien maintenant, on pourra affecter jusqu'à 10 jours de repos par an sur le PERCO. Très bien. Il n'y a pas de changement fiscal sur ce point. Les sommes qui correspondront à ces jours de repos bénéficieront des mêmes avantages que ceux qui étaient prévus uniquement pour 5 jours. Très bien, merci Claire pour ces précisions. Merci Nicolas. Avant de se séparer, peut-être une publication à venir dans laquelle retrouver toutes ces informations? Oui, nous allons publier d'ici la fin de l'année une édition sur l'épargne salariale qui va justement tenir compte de toute cette mise à jour de la loi Macron. Très bien. Bien, merci à vous deux de vous être prêtés à l'exercice croisé d'interview. Il est temps à présent d'accueillir Karine Aflalo. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. La loi Macron revoit aussi en profondeur la législation sur le travail le dimanche et le travail en soirée. Pouvez-vous nous éclairer sur ces points, Karine? Oui, alors c'est vrai que le panel des réformes contenues dans la loi Macron est très vaste et il vise aussi le travail dominical à plusieurs niveaux. Alors tout d'abord, il y a un aspect de la réforme qui concerne les maires, puisqu'ils disposent désormais du pouvoir d'autoriser le travail le dimanche dans les établissements de commerce de détail jusqu'à 12 jours par an à compter de 2016. Initialement, c'était 5 jours par an, donc il y a une vraie différence. Par contre, pour la période transitoire de 2015, le maire dispose uniquement de 9 jours. Alors, cette loi Macron, elle réforme aussi le système d'ouverture le dimanche dans les zones commerciales qui disposent d'un potentiel d'activité. Et elle a ainsi créé des zones touristiques et des zones commerciales. Comment sont délimitées ces zones ? Alors, la procédure de délimitation est fondée sur le dialogue pour permettre aux acteurs concernés de s'entendre sur les zones qui doivent bénéficier de ce droit d'ouvrir le dimanche. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour toute ou partie du personnel, à condition d'être situés soit dans les zones commerciales qui sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, soit dans les zones touristiques, cette fois, qui sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Alors attention tout de même à une chose, la mise en œuvre du travail dominical dans ces zones suppose l'octroi de contreparties pour les salariés
qui sont fixés par un accord et implique aussi que les salariés soient volontaires. D'accord. La loi a aussi créé des zones touristiques internationales. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors ici, la loi vise les zones de rayonnement international qui disposent d'une offre commerciale particulièrement importante et attractive pour les touristes. Alors on peut, à titre d'exemple, citer deux zones qui seront a priori impliquées, c'est les Champs-Élysées et le boulevard Haussmann à Paris. Voilà. Alors là aussi, dans ces zones touristiques internationales, eh bien, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. Après les zones commerciales, les zones touristiques et les zones touristiques internationales, donc, les parlementaires se sont penchés sur la question du travail du dimanche dans les établissements de vente au détail situés dans certaines gares. Voilà, ils ont été très très loin. Et ici, en fait, ils se sont intéressés aux gares qui connaissent une affluence exceptionnelle de passagers et qui ne se situent dans aucune des trois zones que vous venez de citer. Eh bien, pour ces gares, les établissements de vente au détail qui se situeront dans l'emprise des dites gares pourront donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, hein, c'est toujours la même chose, sur autorisation conjointe donnée par un arrêté de trois ministres, le ministre chargé des Transports, celui du Travail et celui du Commerce. Très bien. Vous nous disiez tout à l'heure que pour bénéficier de ces diverses dérogations à la règle du repos dominical, il faut que les employeurs aient conclu un accord collectif prévoyant des contreparties pour les salariés. Oui, alors c'est effectivement un des aspects très importants du travail dominical. Il faut savoir que le travail le dimanche dans un établissement de vente au détail suppose que cet établissement soit couvert par un accord qui prévoit des contreparties pour les salariés. Alors, parmi ces contreparties, il y a évidemment des contreparties salariales, hein, et on peut aussi citer des mesures qui vont devoir faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour ces salariés. Et là, encore une fois, je précise qu'il faut que les salariés soient volontaires. Après avoir évoqué les nouveautés relatives au travail dominical, Karine, que pouvez-vous nous dire sur le travail en soirée autorisé dans ces fameuses nouvelles zones touristiques internationales? Eh bien, la loi prévoit désormais la possibilité pour les établissements de vente au détail qui sont situés dans ces nouvelles zones d'ouvrir au public jusqu'à minuit au lieu de 21h. Voilà. Mais il faut pour cela que l'établissement soit soumis à un accord collectif qui le prévoit. Et j'imagine que là aussi, cet accord doit prévoir des contreparties pour les salariés. Tout à fait. Donc là aussi, l'accord va devoir prévoir des contreparties salariales, mais pas uniquement. Il pourra aussi, il devra même, excusez-moi, prévoir la mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur pour permettre aux salariés de regagner leur domicile. Voilà. Et là aussi, l'employeur doit demander l'accord des salariés pour travailler entre 21h et minuit. Merci Karine pour toutes ces précisions et puis à bientôt. Vous êtes la bienvenue sur le plateau quand vous voulez. C'était un plaisir. C'est maintenant au tour de David Goldman de me rejoindre pour aborder l'aspect vie des affaires de ce numéro spécial Loi Macron. Bonjour David. Bonjour Marianne. Alors David, pouvez-vous nous éclairer sur les nouveautés que la loi Macron apporte dans la vie des entreprises? Il semblerait tout d'abord qu'elle impacte le délai légal de paiement des entreprises. Tout à fait Marianne. Actuellement, les entreprises doivent mentionner dans leurs conditions générales de vente les délais de paiement applicables aux clients professionnels. Ces délais ne peuvent pas dépasser au choix des entreprises, soit 45 jours fin de mois à compter de l'émission de la facture, soit 60 jours à compter de l'émission de la facture. Avec la loi Macron, le délai de règlement entre entreprises ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. C'est une règle unique. Est-ce qu'il existe des exceptions à cette règle? Tout à fait. La loi nouvelle autorise effectivement un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, à la double condition que ce délai soit stipulé dans le contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. Les délais de paiement entre entreprises publiques sont-ils modifiés par la loi nouvelle? Non Marianne, pour rappel, les entreprises publiques sont soumises au délai maximum de paiement de 60 jours, comme leurs concurrents du privé. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, les entreprises publiques comme les entreprises privées pourront être sanctionnées si elles ne règlent pas leurs fournisseurs dans les temps.
Et la loi Macron autorise les agents de la concurrence à rechercher les infractions auprès des entreprises publiques, comme ils pouvaient déjà le faire pour les entreprises privées. Quel est le risque pour les entreprises retardataires? La sanction est une amende administrative qui peut atteindre jusqu'à 375 000 euros. D'accord, très bien. La loi Macron vient faciliter le recouvrement des petites créances. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, les créanciers auront bientôt confié à un huissier le recouvrement de leurs petites créances sans passer par la case tribunal. Cette procédure amiable pourra être utilisée pour les créances contractuelles inférieures à un montant déterminé par décret à paraître d'ici le 1er janvier 2016. Merci David pour ces explications. La loi vient également aider les entrepreneurs individuels à protéger leur patrimoine immobilier privé. Qu'en est-il, David? La résidence principale des personnes physiques immatriculées à un registre professionnel ou exerçant une activité agricole ou indépendante est de droit insaisissable par les créanciers professionnels. Cette nouveauté est opposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés après le 7 août 2015. Auparavant, l'entrepreneur individuel devait procéder à une déclaration d'insaisissabilité devant notaire, ce qui avait finalement un coût estimé à peu près 500 euros. D'accord. Et est-ce qu'il est toujours possible de recourir à cette déclaration d'insaisissabilité? Oui, il est toujours possible. Elle reste possible pour les biens fonciers bâtis ou non bâtis qui ne correspondent pas à la résidence principale et que l'entrepreneur individuel n'a pas affecté à son usage professionnel. Très bien. Autre point à présent, la loi Macron impacte le droit des procédures collectives et préconise dans certains cas la cession forcée d'actions. La loi Macron donne en effet la possibilité au juge, en ultime recours, d'obliger la vente des actions des personnes qui contrôlent une entreprise en redressement judiciaire au profit de personnes présentant un plan crédible de sauvetage de l'entreprise et de maintien des emplois. Les juges des tribunaux de commerce peuvent le faire pour les redressements judiciaires ouverts depuis le 7 août 2015. Mais il faut ajouter que la procédure ne concerne que les entreprises d'une certaine ampleur, à savoir dont l'effectif dépasse les 150 salariés. Très bien. Intéressons-nous maintenant aux mesures de la loi Macron touchant les professions libérales. On commence par les mesures concernant les officiers ministériels. La loi Macron met fin au système du numerus clausus des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. Les jeunes professionnels peuvent désormais soit racheter la charge d'un prédécesseur, comme ils peuvent déjà le faire actuellement, mais ils peuvent aussi créer un nouvel office, ce qui revient à dire qu'ils peuvent s'installer librement. Toutefois, cette installation libre est limitée aux zones où l'implantation d'office apparaît utile. Ces zones ne sont pas encore fixées, il faudra attendre le 1er février 2016 pour en savoir un peu plus par le biais d'un décret d'application. Sur les mesures intéressant les professions du droit, que pouvez-vous nous dire, David? Les tarifs de certaines professions judiciaires sont passés au crible. Les tarifs des notaires, des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires seront prochainement réglementés. Ces tarifs seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l'Économie. Ils seront revus tous les 5 ans après avis de l'autorité de la concurrence. Ça, c'est très important à dire, c'est que maintenant, finalement, l'autorité de la concurrence va avoir un regard sur les tarifs réglementés. L'entrée en vigueur de ce dispositif dépend de la publication des arrêtés qui fixeront les nouveaux tarifs. D'accord. Il serait aussi possible de regrouper plusieurs professions juridiques dans une même structure. Exactement, Marianne. La loi nouvelle autorise les huissiers, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au conseil, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à recourir pour l'exercice de leur profession à toute entité dotée de la personnalité morale. Il faut indiquer que sont néanmoins exclues les sociétés de personnes, à savoir les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, où les associés ont dans ce cas-là la qualité de commerçant. La loi permet ainsi à 2 professionnels du droit différents, par exemple un huissier et un notaire, de s'associer au sein d'une même structure. Toutefois, il faut encore attendre le décret d'application pour voir apparaître ces sociétés. Du nouveau concernant les relations clients-avocats? Oui, la loi Macron exige qu'une convention d'honoraires soit toujours conclue par écrit entre l'avocat et son client, sauf en cas d'urgence et de force majeure. Jusqu'à présent, cette convention écrite était obligatoire que pour les dossiers de divorce. Le projet de la loi Macron prévoyait la création d'avocats d'entreprise également. Oui. Alors que le bâtonnat de Paris plaidait pour la création du statut d'avocat en entreprise, ce dernier ne verra finalement pas le jour dans le cadre de la loi Macron. Cet avocat était destiné à bénéficier du secret professionnel, appelé encore legal privilege, qui rend secret finalement les correspondances entre avocats et les clients. Et il n'aurait pas pu avoir de clientèle propre et n'aurait pas pu plaider au tribunal. D'accord. Dans le cadre des baux commerciaux, qu'apporte la loi nouvelle?
Alors il faut se rappeler d'une chose, c'est que depuis la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, les congés peuvent être donnés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, l'acte d'huissier restait nécessaire dans certaines situations, notamment lorsque le locataire demandait au bailleur le renouvellement de son bail. La loi Macron va généraliser la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec accusé de réception et permettre ainsi d'éviter les frais d'huissier. Très bien. Par ailleurs, la loi Macron simplifie la vente des fonds de commerce. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ? Tout d'abord, le vendeur d'un fonds de commerce bénéficie d'un privilège qui constitue sa garantie de paiement. Ce privilège doit être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce. La loi Macron permet au vendeur d'inscrire sa garantie dans les 30 jours de la vente au lieu de 15 jours aujourd'hui. De même, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce accorde à un créancier un nantissement sur son fonds, ce nantissement doit être publié sur le registre dans les 30 jours, alors qu'il était de 15 jours jusqu'à la loi Macron. Autre simplification, la vente du fonds de commerce n'a plus à être publiée dans un journal d'annonces légales, il le sera uniquement au BODAC, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Très bien. La loi Macron apporte des nouveautés comptables pour les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales ayant la qualité de petite entreprise au sens comptable du terme pourront demander au greffe, lors du dépôt de leur compte annuel, de ne pas rendre public leur compte de résultat. Et quelles sont ces petites entreprises ? Ce sont celles qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice comptable, clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants. Un chiffre d'affaires net de 8 millions d'euros, un total de bilan de 4 millions d'euros et un effectif de 50 salariés. À partir de quand cette option s'appliquera-t-elle ? Cette option s'appliquera au compte des exercices clos après le 31 décembre 2015 et déposés après le 7 août 2016. Merci David pour toutes ces explications. Avant de se quitter, on termine avec une mesure très pratique pour les gérants de SARL. Jusqu'à présent, le transfert du siège social d'une SARL pouvait être décidé par le gérant uniquement s'il intervenait dans le même département ou dans un département limitrophe. Depuis le 8 août 2015 et la loi Macron, le transfert peut être décidé par le gérant, quel que soit le lieu du territoire français où le déplacement du siège social est envisagé. Très bien, cette fois c'est fini. Merci David, à bientôt. Merci Marianne, à bientôt. Vous pourrez retrouver l'intégralité de nos développements relatifs à la loi Macron dans notre feuillet hebdomadaire numéro 3606 du 27 août 2015. C'est la fin de ce numéro spécial loi Macron. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les experts du groupe Revue Fiduciaire le mois prochain. Et d'ici là, l'info continue sur notre web TV. Je vous retrouve du lundi au vendredi pour le JT, notre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À bientôt.